ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, ici Virgule, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Nouveau concept de vidéo, même si bon, le mot concept est peut-être un petit peu nul de sens. Je ne sais pas si je l'ai dit dans des précédentes vidéos, mais j'avais du coup envie de lancer un nouveau format où je parlerai de mes lectures sans être enfermé dans ce côté, voilà, on va parler d'une série en particulier et tout. Et justement, j'ai envie un petit peu, vous voyez, d'occuper au moins 10 minutes, voire un peu moins, mais justement j'avais d'autres formats où clairement j'allais pas tenir sur un seul tome pour 10 minutes pardon. Et il y a certains mangas que j'ai déjà traités dans d'anciennes vidéos, et du coup bah j'allais pas refaire une vidéo estampillée, là en l'occurrence Mashle, parce qu'aujourd'hui on va parler du tome 4, mais pas que. Je vais aussi parler du petit chapitre 1 de Kaiju Number 8, c'est le petit livret qui était avec le tome 4. Et aussi du dernier tome sorti de Chainsaw Man. Alors pour Chainsaw Man, je triche un peu, étant donné que j'attendrai la sortie du 11e et dernier tome de la première partie du coup du manga, et à ce moment-là, j'en ferai sûrement une vidéo. Donc dès la première vidéo, déjà, je triche. Deux petites choses avant de vous parler des bouquins. La première, c'est que je vais salement spoiler. Donc pour ceux qui ne sont pas à jour ou qui ne veulent pas être spoilés sur le contenu des tomes, je vous conseille de quitter la vidéo. Fuyez pauvre fou. Et la deuxième, c'est que je vais parler uniquement du contenu des tomes. Je ne vais pas parler en profondeur des précédents tomes. Je réserve du coup une analyse sur toute la série dans mes vidéos consacrées aux œuvres en question. Donc Mashle est déjà sorti. Chainsaw Man, comme je vous l'ai dit, j'attends la sortie du tome 11 pour avoir du coup la partie 1 en entier. Et voilà, sans plus attendre, on va parler de Mashle. Du coup, on commence avec ce quatrième tome de Mashle et je l'ai trouvé très très bon. D'une part pour le premier combat de ce tome, qui va du coup opposer Abyss, le personnage avec un masque, et Mash. Son masque va tomber à Abyss et on va voir son Evil Eye. Alors son Evil Eye, son œil démoniaque, c'est tout simplement un œil qui fonctionne un peu comme Eraserhead dans MHA. C'est un œil qui neutralise les pouvoirs magiques des gens qui le regardent. Alors déjà c'est très cool de voir ça parce que comme vous le savez, Mash n'a pas de pouvoir. Donc forcément c'est un peu l'ennemi naturel de ce personnage, un peu à la manière de Luffy contre Eneru. Et j'ai trouvé ça très très cool. Mais aussi c'est que non seulement son pouvoir contre Mashle est très bien, parce que il permet d'augmenter sa propre vitesse au détriment des autres qui se voient ralentis. Donc déjà on a Mash qui fait toujours des actions incroyables malgré sa vitesse diminuée. Mais ce que j'aime bien dans Mashle, c'est que même s'il y a tiens d'ailleurs, le Evil Eye en question, l'œil démoniaque, je vais l'appeler comme ça, parce que sinon vous allez devoir vous coltiner mon accent anglais terrible. Et ce que j'ai aimé, je disais, c'est d'un point de vue de l'idée, parce que on a, mine de rien, beaucoup d'humour et d'action dans ce combat, mais j'ai bien aimé l'idée d'opposer ces deux personnages. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont un petit peu des ennemis naturels, mais surtout j'ai trouvé qu'on a d'un côté Mash, qui vivait en autarcie avant avec son père adoptif, qui n'a pas du tout ressenti tout ce que la société faisait peser sur lui, donc littéralement une condamnation à mort finalement. Il n'a pas ressenti cette épée de Damoclès qu'il avait au-dessus de lui, alors qu'on a le personnage d'Abyss qui lui, je trouve c'est peut-être capillotracté, mais l'a ressenti de plein fouet. La première preuve étant son masque, parce qu'il a un masque, c'est pas pour rien, c'est sûrement parce qu'il veut se cacher aussi bien son œil que métaphoriquement. Je le vois un peu comme ça, c'est peut-être trop capillotracté, freinez-moi dans les commentaires si vous le voulez, mais j'ai trouvé ça très sympa du coup d'avoir ces deux personnages qui auraient pu terminer de la même manière mais qui sont totalement opposés, et j'ai trouvé ça très très cool. D'ailleurs ça peut mettre aussi en lumière le fait que un bon parent, parce qu'on voit dans un flashback que Abyss n'a pas eu des parents très compréhensifs, d'avoir de bons parents ça aide à vous forger une belle vie. On a aussi le combat entre Love, Finn et Dot, donc Finn et Dot qui font équipe. D'ailleurs c'est très bizarre, ils ont tous une seule syllabe dans leur prénom, bref. Et ce combat est aussi très très cool. On a un petit peu ce personnage un petit peu gentleman mais en même temps très bourrin qui est Dot, que j'aime beaucoup, qui à chaque fois qui voit une fille ne peut pas s'empêcher
d'être à la fois très galant, très gentleman, mais qui en même temps est quelqu'un de très bourrin et qui n'a pas sa langue dans sa poche, et j'aime beaucoup ce personnage. Et d'ailleurs, il va avoir droit à un petit power-up qui est l'Ira Creuse. L'Ira Creuse, hein, c'est ça? Je dis pas des... Oui, je dis pas de bêtises. Hein. L'Ira Creuse, donc voilà. Qui est une espèce de marque bonus. Voilà, donc comme vous le savez, le pouvoir magique et cette distinction sociale qui fait un petit peu la saveur de ce manga se distingue sur le visage directement des personnages avec ces fameuses marques. Et on en apprend que certains ont des marques un peu cachées qui se dévoilent comme ça et c'est très très cool. On a un peu Finn en retrait. C'est un peu dommage, même si bon, bien évidemment, le personnage est, on va dire, réservé pour un éventuel arc avec son frère, je pense. Son frère qui est le premier de l'école. Et voilà, on a vraiment un très très beau combat, regardez-moi ça. Avec ces petites punchlines, mais vraiment les punchlines, je les trouve très bien traduites. Voilà, d'ailleurs, j'ai réalisé que tous les mangas dont je vais parler aujourd'hui sont de chez Kazé. Donc voilà, c'est pas voulu, on va dire que je suis un vendu, mais c'est faux, c'est faux. Et voilà, on a le grand frère. Donc on a Reyes. Rain, putain, c'est très bizarre de les dire à haute voix alors que je n'ai fait que lire leur prénom depuis. Donc voilà, le grand frère de Finn qui arrive et qui déboîte tout, hein, même si bien évidemment notre ami Dot part avec les honneurs. Il n'a pas vraiment perdu, mais bon, il a fallu un finisher. Et on a d'ailleurs un affrontement qui est très drôle, mais très drôle, entre ensuite Mash et le grand frère de Finn, qui vraiment est un petit peu Là, on a vraiment une séquence à la One Punch Man, c'est-à-dire vraiment, ils se croisent, il n'y a rien qui les oppose, mais ils vont quand même se foutre sur la tronche, et Mash va l'emporter. Et personne ne va le voir, parce que, bah voilà, c'est pas comme ça que ça doit être, vous voyez. Et du coup, le personnage se fait rétamer, enfin voilà, la relation qu'ont le Mash et le dit personnage ultra puissant, qu'on voit depuis le début comme étant puissant, bah c'est un petit peu cassé. Mais d'un autre côté, personne ne le sait. Donc les autres personnages le verront toujours comme un personnage très puissant, sans se douter que Mash a pu le parer très facilement. Et on va terminer du coup ce tome avec ce personnage-là, le personnage d'Abel. Attendez, je cadre bien, oui voilà. Abel, qui a un pouvoir très très sympathique, un peu glauque. Il transforme les gens en marionnettes et le combat est excellent. Donc c'est, je suppose, la fin de l'arc. Mais voilà, d'ailleurs la fin de l'arc qui est hilarante, mais bon. On a vraiment Mash qui fait du Mash. Vraiment, il y a une scène que j'adore, voilà, c'est celle-ci. Il chope la tête d'une marionnette, et le seul truc qu'il trouve à faire, c'est du bowling. Ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit que le type, faut vraiment que ça soit en animé, je veux dire, c'est pas possible. Le mec vient littéralement de décapiter une tête. Bon, c'est une marionnette, certes, mais il se dit, tiens, je vais faire du bowling avec. Je trouve ça vraiment très drôle. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Mashle, c'est vraiment hilarant. Et vous devez de lire ça. C'est vraiment très cool. Comme d'habitude, les doubles pages qui claquent. Mais alors qui claquent comme jamais. Cet affrontement est très bien. Et là, pareil, on a aussi un affrontement d'idées. On rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début. C'est que ce Abel voit les faibles comme des faibles et les forts comme des forts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'exception, les faibles sont faits pour être faibles et les forts sont faits pour écraser les faibles. Voilà, alors que Mash, lui, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça l'embête. Son idée l'embête parce que ça menace ses amis finalement. Parce que ses amis, il y en a certains, comme Lemon ou Finn, qui sont pas très forts. Donc forcément, ça le dérange un peu là-dessus. Et donc voilà, on va terminer l'affrontement sur un punch, mais alors incroyable. J'adore ce genre de planche qu'il fait l'auteur de temps en temps. Le mangaka est très très bon. Il a des planches des fois comme ça qui sortent du lot et qui sont vraiment excellentes. A savoir que Mash va du coup résister au fil de marionnette d'Abel et va tout simplement avec sa simple force lui casser les doigts en fait. Donc ne pourra plus user de son pouvoir. Et j'ai beaucoup aimé la fin de cet arc. Déjà parce que le chou à la crème, faut pas lui piquer à Mash. Parce qu'on comprend très bien que... si on lui prend un chou à la crème à ce petit Mash, voilà, ça se passe très mal, Évidemment, je crois que c'est une convention dans les mangas assez drôle de finir avec une prise de catch. Enfin, c'est vraiment très cool, là, en l'occurrence un suplex. Ça rappellera d'ailleurs GTO au plus aguerri. Et voilà, et cette fin d'arc est très drôle parce que voilà, on a cette planche que j'ai trouvé cool. C'est que les personnages en ont tous bavé. Mais ils sont contents, ils disent youpi, c'est le principal. Donc voilà, bref.
C'est toujours du grand n'importe quoi, j'adore Mashle, vraiment. C'est pas pour rien que c'est presque ce manga qui m'a donné envie de commencer les vidéos. C'est vraiment un très très bon manga, encore une fois je le recommande. Rien que pour ces bonnes barres de rire qu'il m'a fait avoir et ces très bons combats qui m'ont bien surpris, je vous le recommande à 100%. Petite entorse ensuite parce que je vais parler du chapitre, pardon, vous voyez, j'ai l'habitude, du chapitre 1 de Kaiju Number 8. Je suppose du coup que vous l'avez aussi lu vu qu'il est offert avec le tome 4 de Mashle. Donc pourquoi je voulais en parler? Parce que j'ai tout simplement pas la patience d'attendre le 6 octobre pour parler du tome 1. Et je voulais déjà vous parler du premier chapitre. Déjà à savoir que c'est un manga qui est d'abord publié sur l'application Manga Plus, qui est l'application, comment dire, le Shonen Jump digital entre guillemets. Il y a déjà eu plusieurs pépites, dont Hell's Paradise, qui est un très très bon manga. D'ailleurs le mangaka qui fait Hell's Paradise est aussi un ancien assistant, ou un assistant toujours, je ne sais plus, du mangaka qui a fait Chainsaw Man et aussi Fire Punch. Donc voilà, c'était la petite info. Alors pourquoi j'ai pas été patient et que j'ai voulu vous parler directement de Kaiju Number 8 du premier chapitre, c'est parce que déjà ça parle de Kaiju et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais j'aime beaucoup les Kaiju. Et voilà, j'ai tout simplement aimé ce premier chapitre. Donc on va suivre l'histoire de Kafka, qui est ce petit gars là, attendez je vais vous le montrer bien comme il faut, ce petit gars là adossé au camion, qui est tout simplement un nettoyeur de kaiju. C'est-à-dire que quand un kaiju se fait abattre, on a Kafka qui arrive avec son équipe, qui est un employé, hein, qui n'est même pas le chef de cette équipe, et qui va nettoyer un petit peu les dégâts qu'a fait le kaiju, et nettoyer aussi le kaiju en lui-même, parce que on ne sait pas d'où il vient. Voilà, et d'ailleurs il y a de très bonnes blagues, parce qu'il va s'occuper la plupart du temps des intestins. Et déjà que certaines personnes avec des intestins humains font de très gros dégâts aux toilettes, je vous laisse imaginer un kaiju, enfin bref. Donc voilà, j'ai vraiment aimé le style de dessin. A savoir que le mangaka a fait Poshi et Kuro, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est son précédent manga. Je n'aurais jamais cru que c'était lui. A savoir que cette série ne m'a jamais attiré l'œil, donc voilà, si jamais un jour je la vois, peut-être je la prendrai, maintenant que je sais que c'est le mangaka de Kaiju Number 8. Et on va aussi avoir cette jeune fille, alors attendez que je vais vous montrer de manière un peu plus jolie. Ou attendez, elle est là, tout simplement. Qui est une amie d'enfance de Kafka, à qui du coup ils se sont promis de neutraliser les kaiju. Donc voilà, on a d'un côté cette femme qui a maintenant réussi sa vie, cette fille qui a réussi sa vie, et d'un autre côté Kafka, elle a l'air d'ailleurs d'être un petit peu distante avec lui, voire un peu hautaine, donc avoir un petit peu la relation qu'ils ont eue après l'enfance, parce qu'on voit quand ils sont petits qu'ils sont tout à fait gentils entre eux, donc à voir. Et il y aura aussi le personnage de, et j'ai encore oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Renaud en plus. Je crois qu'il s'appelle Renaud, je sais plus, bref. Alors déjà, je pense que c'est une petite référence au film Godzilla avec Jean Reno. Ça serait trop cool. Donc voilà, ce petit gars qui part un petit peu pour être le Sasuke de l'histoire, se révèle dès le premier chapitre à ne pas être du tout le petit Sasuke de l'histoire. Et manquant de se faire bouffer. Là, regardez, le dessin est très très cool, je trouve. Manquant de se faire bouffer, attendez, je vais un petit peu tenir la planche bien comme il faut quand même. Et bien Kafka va le sauver. Donc ça déjà, est-ce que c'est pas beau? Moi je dis que oui. Donc Kafka va le sauver. Et voilà, de fil en aiguille avec cet affrontement qui se soldera du coup par le sauvetage par la section anti-kaiju, voilà, qui est du coup gérée par la jeune fille amie d'enfance de Kafka comme je vous l'ai dit. Et à la fin de ce chapitre sur leur lit d'hôpital, eh bien on a tout simplement une petite larve qui sort de je ne sais où, qui va être gobée un peu à la manière de Parasite, voilà, on cite les plus grands, chez Kafka, et Kafka va devenir, voilà, je pense que c'est la double page que tout le monde voulait, il va devenir un espèce de kaiju, donc voilà, c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé lire ce premier chapitre, hop, et voilà, il me tarde de découvrir ce premier tome qui a l'air très 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 bon. Voilà, je savais pas quoi dire d'autre. Enfin, on va parler de la pépite, mais si vous savez à quel point je me fais du mal à ne pas faire directement la vidéo sur Chainsaw Man. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis désolé, Mashle et Kaiju Number 8, mais Chainsaw Man, je sais pas si c'est la réaction à chaud, mais ça va devenir, je pense, un de mes classiques en termes de manga. Je trouve qu'il est excellent. Déjà, au niveau du dessin, c'est toujours incroyable. Aussi, je vais vous montrer ça. Voilà, là vous êtes normalement en PLS sur cette planche. Voilà, je suis désolé. Ah mais non, mais je suis con, je peux spoiler.
Alors ce qui se passe, c'est que tout simplement, là on a Denji qui est chez notre ami Makima. Makima qui va nous traumatiser, je vous le dis très sincèrement. Et Denji qui est traumatisé. Vraiment, on dirait qu'il a un syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam, ce jeune. C'est terrible. Je crois que j'ai détesté voir les personnages mourir et Denji partir en vrille. C'est vraiment dans ce manga où j'ai eu le plus de mal. C'est vraiment, je tournais les pages, je voyais des personnages mourir, je lâchais. Voilà. Et là, en l'occurrence, donc, je le reprécise au cas où, mais gros spoil. Makima, après avoir, entre guillemets, dominé, vu qu'on apprend que c'est le démon domination, Denji, qui est complètement au-dessus de lui psychologiquement, va tuer devant lui sans qu'on ne se pose de questions pourquoi ni comment. Attention, spoil, je le dis une dernière fois. Cette planche m'a traumatisé, je vous jure. J'ai dû arrêter la lecture et partir parce que c'était effroyable. Donc voilà, Power qui était... C'était ma waifu du manga, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai lu ça, j'ai lâché le tome, je vous le dis. Et là, Denji, qui est encore plus traumatisé, va être au final... Alors déjà, ça répond au rêve que faisait Denji. J'ai dû dire Sanji, mince, sans faire exprès. Au rêve que faisait Denji à dire voilà, de ne pas ouvrir cette porte. Une voix lui disait de ne pas ouvrir cette porte, et c'était cette porte en question. Il y avait Power qui lui souhaitait son bon anniversaire, mais c'est terrible, je vous dis, c'est terrible. Déjà qu'on a eu l'affrontement avec le démon flingue dans le précédent tome, qui était terrible d'un point de vue mise en scène. C'était magnifique avec les planches, avec le nom des morts. Enfin, c'était très lourd, très lourd. Et on a des personnages mais qui meurent à tire-larigot. Et on a un power-up là aussi. Le Chainsaw Man devient le Chainsaw Man visiblement. Avant c'était juste Denji tronçonneuse, maintenant c'est le véritable Chainsaw Man qui est qui est magnifique, il est magnifique, regardez. Ça c'est une page couleur qui n'est pas en couleur chez nous, mais qui doit être magnifique en VO. Et voilà, on a des affrontements de malades. Makima, heureusement qu'elle a son espèce de sort qui fait qu'à chaque fois qu'elle est tuée, ça se déplace sur quelqu'un d'autre. Ce qui est déjà horrible, mais qui fonctionne du coup. Parce que le Chainsaw Man, donc Denji, se fait posséder et il est monstrueux. Il va carrément en enfer. Et on a vu dans les précédents tomes ce que c'était que l'enfer. Il démonte tout le monde, on voit même... C'est-à-dire que tout le monde se fait... Voilà. Et on apprend un truc, c'est que le Chainsaw Man bouffe les démons qu'il combat. Et quand il les bouffe, ça supprime un peu le mal qui était engendré par ces 10 démons. C'est-à-dire, déjà ça fonctionne un peu à la manière de Dreamland pour ceux qui connaissent. La matérialisation de certaines peurs ont formé des démons. Mais le fait est que quand Denji bouffe un démon, cette peur part de l'inconscient collectif. Je prends un exemple, vous avez peur des araignées. Denji va bouffer le démon araignée en enfer, et dès demain il n'y a plus d'araignées. Et les gens ne se souviennent plus qu'une araignée ça existe. Donc voilà, déjà ça soulève plein de trucs. Est-ce qu'il y a déjà des trucs qui ont été enlevés? Et à un moment, et c'est très fort, il y a Makima qui nous parle directement de ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, de diverses horreurs qui ont été oubliées. Et en gros, on a son but, c'est-à-dire, en quelque sorte, d'abolir la famine et certaines tares de notre société actuelle, finalement. Et c'est ça que j'adore dans Chainsaw Man, c'est que, autant j'adore les mangas pour le côté évasion et aussi pour ce qu'ils veulent dire, mais des fois j'adore quand il y a un parallèle très juste avec notre monde actuel. C'est pour ça que j'adore Parasite d'ailleurs, mais on en reparlera. Mais là, Chainsaw Man nous met un coup de pied dans les burnes à nous rappeler que la société actuelle est pourrie. Mais un coup de pied énorme, que ce soit avec le démon flingue, qui est surpuissant à cause des armes, enfin voilà. On a tout un sous-texte qui est dense, mais dense, et qui nous apprend plein de choses, et qui nous fait réaliser plein de choses. Je vous dis, j'ai lâché ce tome, j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens. Enfin, voilà, ma vie n'a pas de sens déjà de base, je le sais, mais là, c'était pire. Et on a toute cette scène qui est improbable avec Combini, je crois que ça s'appelle Combini, je l'appelle Combini à chaque fois, faut pas le faire. Qui a pris sa retraite du coup, mais qui là a Denji qui commande un hamburger. Enfin, la scène elle est à la fois drôle mais à la fois ultra glauque. Enfin, on n'en peut plus quoi. Et on termine avec une espèce de nouvelle section. Ah, les mecs sont motivés. Hein. Les mecs sont motivés. On a même des têtes connues. Alors, je vais vous montrer les têtes connues en question. Voilà. Donc, on a Kianji. Alors, je sais pas du tout comment se prononce. Voilà, ce personnage chinois qui est formidable. Elle est lesbienne. Elle est incroyable. Enfin, c'est
Voilà, et on a aussi le démon Explosion, voilà, qui est celle-ci. Donc elles reviennent parce on l'apprend par conséquent comme la fin putain, je sais même plus comment il s'appelle, j'ai été tellement traumatisé, j'ai oublié son prénom. Comment il s'appelle, mon Dieu? De Haki, j'allais dire Aya. De Haki. Déjà j'ai été traumatisé, le pauvre il méritait pas ça, voilà, c'est clair, c'est dit. Mais surtout voilà, ils reviennent tous sous comment dire, ils sont obligés d'obéir à Makima. Et elle les envoie tous contre le Chainsaw Man. Vraiment, je vais l'appeler le Chainsaw Man, hein, parce que je peux plus l'appeler Denji, ce machin est terrifiant. Et voilà, on termine avec des planches. Mais attendez, je vais vous en montrer une, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, déjà, voilà la planche de fin, encore, comme d'habitude, du gros spoil. Mais voilà, il nous lâche des doubles pages. C'est une action de fou malade. Il y a une scène qui est formidable. Alors attendez, déjà, il y a une planche que j'aurais aimé vous trouver. Je ne la trouve pas, visiblement. Oui, celle-là. Je sais pas si vous réalisez tout le nombre de démons qu'il y a autour du Chainsaw Man, c'est terrible. Il y a une scène où Denji a été envoyé dans l'espace, il chope son cœur, il fait un mouvement de baseball et il envoie son cœur sur la Terre, et il se réincarne à partir de son cœur, pour atterrir plus vite. C'est génial. Je vous le dis, c'est génial. Cette scène, c'est le genre de scène qui te fait écarquiller les yeux, que t'en peux plus. Donc voilà, c'est vraiment un excellent tome. J'ai très hâte d'avoir le 11e et dernier tome. J'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Mais vraiment, lisez Chainsaw Man. C'est une des pépites de ces 5 dernières années que j'ai pu lire en termes de manga. Si jamais j'ai à faire un top, et ça ne sert à rien de faire un top, mais si jamais j'ai à le faire, il sera dedans. Vraiment, je pense que même que là, j'ai une réaction à chaud, mais je pense que même à froid, c'est un de mes mangas préférés. Déjà que Fire Punch a été très bien classé, alors ce manga est énorme. Pour ce qu'il nous montre, pour ce qu'il nous dit, pour ce qu'il nous laisse penser, ce manga est excellent. Et je le conseille, mais à tout le monde, vraiment à tout le monde. Enfin non, aux gens bizarres aussi. Mais voilà, peut-être pas à tout le monde, aux gens bizarres, voilà finalement, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir du coup de mettre un petit peu à jour sur certains mangas que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour avoir aussi certaines infos sur des mangas dont je parle uniquement sur les réseaux sociaux, je vous laisse mon Insta et mon Twitter. Parce qu'il y en a certains qui du coup ne méritent pas vraiment une vidéo complète. Je pense voilà, que j'en parlerai en story ou sur Twitter, des trucs comme ça. J'aimerais aussi laisser ce format à des nouveautés. Donc voilà, en l'occurrence Majel est sorti depuis un petit moment déjà je trouve. Mais voilà, je vais vraiment laisser cette émission avec des nouveautés. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez lu les mangas en question. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Parce que voilà, j'aime parler de ma passion. Et en tout cas, j'espère qu'ils vous ont plu, ces tomes, autant qu'ils m'ont plu à moi. Et voilà, la bonne vie, la bonne journée. Je vous fais des bisous. Ciao!